toutes et tous, vous êtes sur First Print, votre podcast comics préféré. Et aujourd'hui, c'est un nouveau rendez-vous du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations des comics sur les écrans, quels que soient les formats. On parle de films, on parle de séries, on parle de tout et de n'importe quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour aborder le cas Jupiter's Legacy, une série adaptée des comics éponymes de Mark Millar et Frank Quitely, qui est sorti sur Netflix au printemps 2021. Un projet qui a été en gestation pendant quelques temps, qui avait eu quelques remous lors de sa production. On va y revenir tout de suite après. Et pour cet épisode, j'ai quand même l'honneur et le plaisir d'avoir un casting riche, varié, assez incroyable. Ils sont très très nombreux à nous avoir rejoints aujourd'hui, puisque déjà dans un premier temps, il y a Yerim. Salut Yerim. Salut, ça va ? Ça va très bien, je suis vraiment super content que tu sois là. Et il y a également Splinter. Salut Splinter. Tranquille. C'est vraiment très très cool de t'avoir. Et on a également, non, j'arrête de faire cette blague. Voilà, Yerim, c'est notre duo, on est en face à face aujourd'hui. Alors, on fait un petit disclaimer pour vous expliquer pourquoi on se refait en fait un entretien avec Splinter, comme on l'avait fait pour la Snyder Cut. Sauf que du coup, c'est pas le bonus, c'est le podcast principal. À cela, plusieurs raisons. D'une part, Corentin a repris le travail et de toute façon il a pas pris le temps de regarder la série et pour que vous le sachiez vraiment, j'ai demandé facile à 5-6 personnes différentes au cours des dernières semaines s'ils voulaient regarder la série pour en parler en podcast, et le problème c'est que il y en a qui ont juste dit non et il y en a qui ont regardé le premier épisode et après qui ont fait je suis désolé mais je vais pas continuer de regarder la suite. Donc voilà, ça vous met un petit peu dans le bain. Grosso modo, on est quand même deux à avoir passé 8 heures devant ça. On va vous expliquer ce qu'on en a pensé, mais a priori, vous comprendrez que si pas mal de gens en fait ont juste refusé de regarder la série, c'est qu'a priori, le résultat n'est pas fameux. L'occasion de vous rappeler une fois de plus que lire des comics, souvent, c'est bien mieux que de regarder leurs adaptations. Alors bien entendu, avec Yerim au début, on va commencer par le tour de table qui va être assez succinct, mais on ne change pas la formule. Yerim, dis-moi un petit peu juste, est-ce que tu avais lu les comics de base et du coup, qu'est-ce que tu as pensé, sans spoiler évidemment, qu'est-ce que tu as pensé donc de cette adaptation de Jupiter's Legacy ? Alors, j'avais lu les comics de base, mais pas du tout en entier. Donc c'était pas en gros je sais pas, j'ai eu une espèce de période où en gros j'ai découvert Mark Millar, j'ai une espèce de boulimie machin, et c'était peut-être parce qu'après tu m'as dit j'aurais dû persévérer, etc. Donc oui. c'est peut-être une erreur, mais en fait c'était celui qui m'a le moins intéressé quand je me suis mangé, mais c'était vraiment beaucoup de trucs de Millar en même temps, donc c'est le truc qui me paraissait le plus classique, donc ça m'a moins parlé, tu vois. Moi c'est marrant que d'autres. Après faut préciser que Millar c'est quand même le gars qui te fait des pitchs à chaque fois très chez père et tout, et là en gros ça m'avait moins marqué sur le côté ça va trancher avec le reste des comics, en gros c'était pour ça, donc j'avais pas persévéré dedans, donc j'ai pas spécialement de rapport affectif avec les comics, mais par contre c'est juste que dans cette période ça m'avait pas intéressé. En revanche, disons que le côté adaptation, même avec mon manque d'intérêt pour le matériel de base, c'est très compliqué de dire que l'adaptation est au niveau, même pour un mec comme moi qui n'a pas spécialement adhéré à 300% aux comics. Donc ça, c'est pour la partie vraiment purement adaptation. Et maintenant, cette première saison, pour moi c'est vraiment catastrophique, c'est catastrophique, non, c'est juste que c'est très inintéressant, c'est vraiment un truc où ça pêche pour moi en termes d'écriture. Après je pense que c'est plus toi qui vas entrer dans le détail du côté étiré qu'ils ont fait par rapport à l'histoire de base. Je trouve aussi que là pour le coup ça se voit qu'ils voulaient pas mettre non plus beaucoup de thunes dans à peu près tout, c'est-à-dire à la fois les décors, à la fois les effets spéciaux, les rares scènes de combat. Pour moi c'est de la télé, mais c'est pas de la télé de 2021, c'est de la télé des années 2000 voire 90 en fait. C'est vraiment des trucs où tu dis je sais pas, c'est quand même Netflix, c'est quand même des gens qui ont de la thune. C'est le premier, c'est pas normal, c'est pas normal de brader un truc comme ça. Il y a
pour l'instant en tout cas, un seul, on peut dire Black Star, un des méchants, on va dire ça comme ça, qui est un non-humain, enfin un méta-humain, qui est une créature, on va dire. Je trouve que vraiment le rendu de son physique à l'écran, c'est pour moi c'est du Lois et Clark, quoi. C'est vraiment un truc des années 90 où tu vois l'acteur avec du carton-pâte, avec des trucs un peu pétés et tout. Et honnêtement, quand c'est des séries c'est la CW qui fait Arrow et compagnie. Ouais. Voilà. Quand t'as ça et où en fait tu comprends que les mecs ont assumé le côté à la fois kitsch et en fait honnêtement le côté nul du truc en s'en amusant eux-mêmes. Parce que Legends of Tomorrow, d'après ce que j'ai capté, c'est un petit peu ça. C'est les mecs qui vraiment se disent, écoutez, on sait qu'on fait à peu près tout et n'importe quoi ici. Venez, on freestyle tous ensemble et c'est pas grave. Sauf que là, toute la série, du premier jusqu'au dernier épisode, se prend très au sérieux quand même. C'est vraiment un truc où... faut savoir que tu sais que Mark Millar avait quand même dit de mémoire en interview ou alors il avait déclaré sur ses réseaux sociaux qu'il considérait que c'était un peu son Watchmen. Mais il parle de l'adaptation. De l'adaptation, ouais, non. Ouais. Après, c'est Mark Millar. C'est vrai que c'est Mark Millar. Lui, pour le coup, c'est un peu... Tu sens que le mec, quand il a vu Stanley faire des caméos, il s'est dit, putain, il faut que je fasse ça dans ma vie, tu vois. Sauf que ça marche pas exactement comme ça. Que concrètement, ces adaptations, pour l'instant, à l'écran, il y en a que 2 qui sont bonnes. C'est Kick-Ass, le premier, et Kingsman, le premier. Ouais. Et encore Kingsman, il y en a qui vont dire non, on trouve que c'est de la merde. Pour moi, c'est vachement. Moi, je trouve que ça se tient et surtout ça étoffe ce qu'il avait fait en BD. Ouais, ça, parce que c'était BD, pas ouf du tout. Pour le coup, la BD est vraiment pas ouf, alors que le film avait un certain intérêt parce que le réalisateur y a apporté quelque chose. Et après, par contre, oui, c'est un mec qui a multiplié des effets d'annonce de fou furieux en disant oui, Brad Pitt va faire Nemesis, ça va être incroyable. Enfin, il a fait tellement d'effets d'annonce de merde et où tu sens qu'il le veut, tu vois, il veut son truc, que là, il est juste content parce qu'il y a marqué Millar World au début de chaque épisode, ou Millar Vert, je sais plus comment Millar World, ouais. Millar World. Et qu'en fait, c'est juste sa boîte de prod et qu'en fait, il a juste fait un coup en vendant à Netflix. Mais là, pour l'instant... Tu sais que c'est même pas qu'il a vraiment vendu à Netflix, c'est que Netflix a racheté tout son univers. En fait, c'est lui-même. Je veux dire que Mark Millar est une propriété Netflix, en fait, en vrai. En plus, ça c'est vraiment... Parce qu'il crée plus que pour eux. On pourra en parler à la fin, mais ça, c'est vraiment très con et dommage parce qu'en fait, c'est un des mecs, pour moi, les moins compatibles avec ce que fait Netflix, pour le coup. C'est quand même un mec qui kiffe à mort la provoque gratuite. Et eux, ils sont pas du tout, mais pas du tout. Enfin, t'imagines un Nemesis produit par Netflix? Bah, c'est compliqué. C'est très compliqué quand même. Et puis en plus, il y a eu des avancées particulièrement sur ce projet dont on a parlé récemment au podcast avec la scénariste Emerald Fennell, tu sais, qui fait Young Promising Woman, en fait, qui sera du coup qui a réécrit le script sur Nemesis. Ok. Et du coup, on disait que c'était très bizarre d'avoir une autrice qui était assez, en plus, engagée sur les questions de féminité, de féminisme, sur un bouquin qui n'a aucun personnage féminin à l'intérieur. Déjà, il n'y en a aucun. Et peut-être on va préciser pour ceux qui ne voient pas du tout, Nemesis, c'est un énième pitch où tu dis, putain, c'est génial. Un truc à la Mark Millar, clairement. En gros, le mec s'est dit, et si jamais le Joker et Batman, c'était la même personne? Donc, un multimilliardaire, mais qui veut juste faire le mal. Et s'éclater en le faisant. Et c'est vrai que ce qui monte comme coup, alors oui, il y a des trucs où il tue plein de gens, machin, mais il y a quand même ce truc, il me semble, à la fin, où il force... en gros, il a son équivalent du commissaire Gordon, on va dire, qui est son opposé. Il piège les 2 enfants de ce commissaire pour qu'en fait, la fille soit enceinte du frère. Enfin, c'est quand même assez horrible. Et... c'est pareil, enfin, si tu me dis que ouais, c'est réécrit par la meuf de Young Promising Woman, je veux dire, tu peux le réécrire dans tous les sens, ça me paraît quand même très compliqué. Bon, soit t'assumes que ton personnage principal est une raclure, et c'est possible, enfin, c'est American Psycho, c'est Profit, si on parle de série pour le coup, c'est vraiment, et c'est assumable, c'est juste que t'as pas d'empathie pour lui, c'est une ordure, point. Et en vrai, dans la BD, ça marche pour ça. Il y a aucun moment où t'es en mode oh putain, j'espère qu'il va gagner à la fin. Non, t'es en mode oh putain, mais qu'est-ce qu'il va faire comme dinguerie? Et ça s'arrête là. Mais enfin bref, le côté Netflix, c'est vrai que je vois mal le Millar verse le Millar World s'intégrer à mort chez eux. À part peut-être pour des trucs genre supérieurs, où ils vont peut-être voir le côté gentil, tu vois, c'est un handicapé, mais il peut devenir super-héros, blablabla.
Ouais, puis ça dépend Voilà, dans quel format un peu ils pensent leur série, parce que c'est vrai que t'as cette patte Netflix qui est vachement portée teen en fait sur beaucoup de productions, et particulièrement sur les dernières adaptations de comics qu'ils ont fait. À l'opposé, tu vois qu'un film comme Army of the Dead qui vient de sortir, là-dessus, hésite pas du tout sur la question du gore, de la violence et tout ça, et là-dedans, je vois très bien des adaptations qui pourraient se faire jusqu'à Nemesis sur le côté en tout cas ultra violent, peut-être moins sur le côté pervers ou sexuel du truc, mais même The Magic Order qui doit reprendre aussi son adaptation en série, peut faire dans quelque chose d'assez adulte, d'assez sombre. Et là-dedans, c'est d'ailleurs très bizarre avec Jupiter Legacy, parce que il y a des moments, enfin, il y a une partie qui essaye au début, notamment du premier épisode, de dire on va se la jouer un petit peu sur le terrain The Boys, tu vois, on va faire du super-héros qui hésite pas un petit peu avec la violence et tout ça. Mais il recule très vite. Il recule vachement. C'est ça le truc, c'est que la série te promet, moi, comme je t'avais dit la dernière fois, dès le trailer, j'ai vraiment des énormes blocages. C'était sur plein de trucs, sur l'esthétique. Je sais même pas si c'est voulu que ça fasse kitsch à ce point-là. Au début, je pensais que c'était vraiment une volonté de leur part. Et plus t'avances dans la série, plus tu dis non, en fait, c'est juste que c'est premier degré jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au point où tu regardes le truc et tu dis non, en fait, c'est juste laid. C'est juste pas beau à regarder. Et pareil, le rythme des épisodes est pas très intéressant. Enfin, pour moi, c'est vraiment, il y a un manque absolu de rythme, et tu vois le côté étiré quand t'arrives au dernier épisode. Ok, donc tout ça pour ça. C'est-à-dire le truc qu'on avait tous compris en fait. Il y a 4 épisodes, vous nous l'avez étiré à ce point-là, en mode incroyable, on est dans Lost. Ouais, mais non. C'est vraiment d'une part tout le monde s'en fout, et en plus après t'as le casting. Le casting là pour le coup c'est pas juste de la mauvaise direction d'acteur, c'est juste t'as aucune intensité chez personne. Tu sors de la série, tu sors de la saison 1, tu retiens aucun personnage, il y en a aucun. Je veux dire, même dans les importants, à la limite le pire c'est que allez, on va dire, dans les flashbacks, tu peux retenir le principal, le daron. Josh Duhamel. Voilà, Josh Duhamel. Et le blond. Ouais, George. Voilà, George. Mais c'est uniquement via certains flashbacks. Et encore, c'est vraiment en étant très gentil que je dis ça. Mais en vrai, non. Enfin, il n'y a pas... Que ce soit le fils de George, que ce soit la fille de Josh Duhamel. Mais vraiment, enfin... Et alors, le fils, il est transparent, c'est incroyable. Alors que, même moi qui n'ai pas fini les comics, c'est un mec qui est censé être quand même assez central. Tu le retiens pas. Ouais, on dirait un sous Aaron Johnson. Enfin, c'est terrible. Ouais, et puis le problème, en fait, c'est que le truc, c'est que par rapport aux comics, on y reviendra aussi après, c'est que en fait, la série adapte du matériel de la bande dessinée, mais pas assez de matériel pour arriver au moment où ce personnage justement donc c'est Brandon Sampson devient central vraiment, parce qu'effectivement il a un rôle ultra important dans la BD, mais en fait on te laisse pas le temps en fait d'aborder la partie où il devient central, donc du coup il est là et on te ressasse toujours les mêmes, son même questionnement intérieur sur qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon père, parce que je l'admire, j'aimerais tellement qu'il m'admire, mais moi en 20 ans et en plus à la limite on va dire que pareil, toujours sans spoiler, le frère du super-héros principal. Yes, donc c'est Walter Sampson. Voilà, c'est quoi, c'est l'acteur non, alors ça c'est le personnage. Non, je veux dire son nom de super-héros, je sais plus comment il Brainwave du coup. Voilà, Brainwave. Lui, ils ont quand même 8 épisodes pour le développer. Ouais. Ils attendent le dernier. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu le mettre, enfin tu vois, vraiment juste mieux l'écrire en fait, ou mettre en avant certaines scènes. Enfin, on en parlait la dernière fois sur Invincible, c'est des choix que tu fais quand tu adaptes un comics, c'est-à-dire que tu te dis, ok, vu qu'on change de support, peut-être que ce serait plus intéressant de mettre tel événement plutôt à tel moment, remplacer tel truc par autre chose, au contraire, décaler tel événement plus tard, etc., etc. Lui, ils ont vraiment 8 épisodes pour que tu arrives au dernier et te dire, ok, je comprends, machin, c'est pour ça que machin... Sauf que il se passe rien. Il y a, comme je dis, il y a aucune intensité, rien. Et après, pour moi, la plupart des acteurs sont vraiment pas ouf, voire mauvais. C'est-à-dire, lui, pour le coup, il dégage rien. Le mec qui fait George, on va dire, dans certains flashbacks, Josh Duhamel, pareil, mais
que dans les flashbacks. Déjà, je les trouve vachement handicapés par leur postiche, tous. Quand ils sont vieillis. Ouais, quand ils sont vieillis, vraiment, ça se voit. Et même, ça se voit au point où quand tu vois le Renoir en fauteuil roulant, et tu dis, ok, toi, t'es là parce que tu vas être jeune dans un flashback. C'est tout. Sinon, tu n'as aucune raison d'être maquillé comme ça. Tout se voit. C'est lamentable. Vraiment, c'est pas bien. Et honnêtement, c'est pareil pour leur costume, je trouve. Hein. Vraiment, il y a un côté... si c'était, tu vois, par exemple, on en parlera probablement dans un autre podcast, mais tu vois, le film Comment je suis devenu un super-héros, ouais. où c'est assumer le côté vie réelle mixé avec ça. Et du coup, oui, c'est très kitschouille d'avoir une meuf qui se balade avec un masque en loup, etc. Juste sur les yeux. Là, il y a rien en fait qui justifie ça. Il y a rien qui justifie que quand le mec marche, il est ridicule. C'est-à-dire que quand t'as genre des embrouilles de super-héros dans ce truc-là, et c'est pour ça que je comprends le délire, c'est mon Watchmen et tout. Sauf que là, pour le coup, tu peux reprocher plein de trucs à Snyder, mais l'esthétique, il l'a. Donc t'as pas d'espèce de moment de vide où des mecs se hurlent dessus. Et t'as un mec vénère qui claque la porte et t'es juste en train de te dire c'est juste un con avec une cape qui est habillé en blanc et qui a fait un cosplay nul de The Big Lebowski parce que voilà, on s'est dit comment on va rendre vieux cette personne. On va dire qu'il a des cheveux blancs, longs et une mini baba. Bah ok, c'est génial. Enfin, c'est encore pire pour sa femme qui n'est même pas maquillée, qui a exactement la même gueule que dans les flashbacks, mais quelqu'un s'est dit à un moment... Si elle a les cheveux blancs quelque part, ça veut dire qu'elle a vieilli. Enfin, tout est assez abusé. Et à la limite, si je connaissais pas les comics, je te dirais que leurs enfants de l'autre côté m'intéressent plus. En gros, la fille qui part en couille et le fils de George, le Renoir, enfin le métis pour le coup. Ouais, du coup, qui a changé du coup par rapport aux comics. Ouais, qui a complètement changé. Ouais. Bah, eux, à la limite... Mais parce que eux aussi deviennent centraux à l'intrigue. Normalement, mais c'est pareil, ça c'est un truc, oui, il te place le truc dans le dernier épisode, mais qui ne veut rien dire. Si tu connais pas les comics, tu dis, ouais, bah il a fait un casse, quoi. Et elle a aidé. Fin. Et après, pareil, je trouve que les deux sont... Ça, c'est uniquement les personnages, en fait, qui les sauvent, mais je les trouve vraiment mal écrits aussi. Le côté un peu, tu vois, destroy de la meuf, autodestructrice, tout ce que tu veux, c'est quand même de l'autodestruction Disney Channel, quoi. C'est quand même... oh là là, tu te fais du mal. Ouais, c'est pas vraiment... Enfin, t'as pas de moment où tu la plains, t'as pas de moment où tu te dis... Enfin, je trouve que c'est vraiment le service minimum sur tous les niveaux, en fait, cette série. C'est... ouais, je sais pas, c'est dommage. Je sais pas, peut-être pour eux, c'était peut-être un test. Mais si c'est un test, c'est con parce que, encore une fois, comparaison avec Invisible, tu mets tout dans ton premier jet et après tu dis, du coup, ça a marché. Ok, on a plus de thunes. Mais là, même en tant que spectateur, moi, j'ai pas envie, en fait, de suivre les aventures de ces gens-là. Ça m'intéresse vraiment pas. J'ai vraiment l'esthétique... comme je t'ai dit, même sans être méchant, le côté série de super-héros des années 90, série live, donc vraiment le pire du pire, ou pour moi, c'est du Iron Fist. C'est vraiment ça, c'est ce niveau-là. C'est même pas Jessica Jones, c'est vraiment un truc où tu dis, d'accord, ces personnages existent, c'est tout, voilà. Ouais. On reconnaît que vous existez, voilà, c'est bien. Ouais. Après, il y a pas mal de points de vue sur lesquels je te rejoins complètement, même si c'est vrai que je suis obligé de commencer à assumer mon côté bipolaire là-dessus, puisque quand j'ai fait, parce que donc j'ai aussi fait une critique écrite de ça sur le site comicsblog.fr, et alors de mémoire, je crois que je lui ai quand même mis une note très très gentille. Qui est de 3 étoiles sur 5 quand même, c'est-à-dire que c'est quand même plus que la moyenne. Parce que j'ai vraiment une approche où j'essaie toujours quand même d'essayer de voir le bon côté des choses et de voir aussi, de comprendre la démarche, de voir et forcément de regarder par rapport aux comics ce qui a été fait. Et là, si tu veux, il y a deux choses sur lesquelles j'étais quand même plutôt conciliant, enfin dans le sens où je reconnais ce qu'ils ont fait, c'est que d'une part, les comics de Miller vont très vite, en fait, et je comprends que, tu vois, quand tu fais une adaptation,
tu vas développer une histoire mais avec un médium différent qui répond à des codes de narration différents et une construction différente. Et c'est vrai que dans ce que ça adapte, en fait, tu te retrouves quand même dans les comics avec des personnages qu'on te présente et qui, grosso modo, au bout de quelques numéros, vont complètement changer de statu quo. Et pour certains, on va dire, disparaître d'une façon ou d'une autre. Et donc, t'auras pas eu le temps de t'attacher. Là, clairement, c'est une série qui te dit, en fait, ces personnages que vous avez eu que pendant un certain temps en BD, on va vous les présenter réellement pour pouvoir les développer. Je l'entends, je comprends. L'autre truc sur lequel je suis conscient aussi, c'est par rapport à la thématique, qui est quand même d'opposer une certaine vision de super-héros qui apparaissent dans les années 30 lors de leur expédition, qui sont vraiment une incarnation de ces super-héros à l'ancienne, Golden Age, tout ça, et de voir, voilà, par opposition, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle retient de ça, à quel point l'héritage, justement, la legacy de ses parents super-héroïques pèse. Donc il y a vraiment ce conflit idéologique entre voilà, est-ce qu'on est là pour servir la population ou est-ce qu'on est là plutôt pour imposer nos lois grâce au pouvoir qu'on a. C'est aussi pour ça, je pense qu'il fait ses références à Watchmen et tout ça. Après, c'est des thématiques que Mark Millar n'a pas inventées. On a Kingdom Come, on a Watchmen, enfin on a tout un tas d'autres exemples qui montrent que ces choses-là ont été largement abordées dans le super-héros. Et donc ça va très très rapidement trouver ses limites dans le sens où y a beaucoup de redites si tu veux et un exemple typique c'est le code de Walter Samson, tu sais, genre quand ils deviennent des super-héros ils vont obéir à un code et notamment le code qui sera de Utopian qui leur dit on ne doit pas intervenir sur la politique, ça donc on ne doit pas intervenir en politique et on ne doit pas tuer, on doit juste sauver. Voilà. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où effectivement on va continuer de discuter de ça et tu vas avoir 5 fois par épisode Utopian qui va dire non mais le code il faut pas tuer, il faut pas ça, et que 3 épisodes après on est encore en train de dire oui mais quand même le code tu vois, et que t'as d'autres qui sont oui mais les temps ont changé, est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu on n'est plus blanc ou noir maintenant, on est tous un peu dans des niveaux de gris. On a compris. Et pour la caractérisation des personnages c'est pareil, pour la question de la fille de Chloé. On a compris que tu étais un peu perdu dans ta vie. On n'a pas besoin de te voir 5 fois dans 5 scènes différentes, boire de l'alcool et t'enfiler un peu de coke et faire mais surtout que c'est à la Netflix. C'est-à-dire que c'est pas pour moi elle est comme je dis, pour moi elle est encore en dessous de Jessica Jones. Même dans la représentation de la défiance de la meuf. Dans le côté paumé parce que c'est filmé de manière, faut que ce soit acceptable, quoi, tu vois. Ah oui, donc vraiment, parce que même ces footing photos où on est censé croire qu'elle fait du entrevue, tu vois, mais en fait, même pas, c'est juste méga clean. Enfin, c'est du Vogue. En vrai, c'est juste du Vogue, mais sous quoi, tu vois. Donc c'est un peu curieux, enfin ça trouve très rapidement ses limites. Et le troisième aspect, par contre, sur lequel je trouve que c'était plutôt cool, même si ça a également ses limites, c'est que ils ont quand même fait un effort, on va dire, tu sais, dans le production design, parce que les acteurs ressemblent vraiment à leur contrepartie comics par rapport au dessin de Frank Whiteley. Vraiment, franchement. Alors, je suis d'accord, mais pour moi, ils y ressemblent comme un cosplay y ressemble, en fait. C'est ça le problème. Bon, moi, je serais plus méchant dans ce cas. Je dirais qu'il y a des cosplays qui seront plus réussis. Ouais. Mais Duhamel a vraiment la gueule du Utopian vieux. Ben Burns, il a vraiment la tête de Brainwave. Chloé, elle est ultra bien castée. D'un point de vue physique, elle ressemble vachement à ce que dessinait Frank Whiteley, même si elle a des sourcils, alors que dans la BD, je crois qu'elle en a très peu ou pas. Par contre, après, le niveau de l'acting est pas forcément le même. Et par contre, vrai point positif, le générique avec des dessins de Jock qui sont plutôt cool, et même le générique, tu vois, parce que il y a encore le nom de Steven D. Knight alors qu'il a quitté la production pendant le tournage de la saison 1. Donc ils ont quand même laissé le nom. Et c'est vrai que juste la première réflexion que je me suis fait, le générique est plutôt cool avec les images et tout, Steven D. Knight, et en fait c'était le générique de Daredevil saison aussi qui donnait un petit peu l'ambiance aussi, parce que t'avais une jolie musique et un joli visuel. Et après c'est après que les choses se gâtent, quoi. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'étais assez conciliant au final à essayer de voir tout ce qui collait, ou en tout cas où je voulais vraiment comprendre la démarche. Maintenant, tu vois, il y a 2 semaines qui ont passé depuis que c'est sorti et que j'ai bingé. Et que plus personne n'en parle. Et que voilà, et le truc c'est qu'en fait je me dis maintenant, tu vois, mais j'ai même pas envie de regarder le truc une nouvelle fois, tu vois, pour essayer et je me dis vraiment non, mais c'est vrai qu'en fait moi je l'ai fait parce que je l'ai fait pour le taf, en fait, et parce que j'ai regardé en avance, tu vois. Donc il y a aussi toujours un petit peu cette excitation, on va dire, de découvrir le truc avant tout le monde. Mais passer ça, en fait, c'est ça, c'est quelle angoisse, ça.
Parce que c'est pareil, du coup, je l'ai un peu d'abord regardé pour un article et tout. Et c'est pour ça, en fait, nous, on l'a juste fait parce qu'il y avait du travail à côté. Si on est vraiment honnête et tout, c'est vrai que c'est en fait 100% pour le taf. Je sais pas si en dehors de ça, enfin, je pense par curiosité quand même, j'aurais maté, je pense, un épisode ou deux, mais je sais pas si j'aurais maté les 8, honnêtement. Parce que le premier épisode. Le premier, ouais, mais dès que. Je pense qu'à partir du troisième, où tu dis d'accord, donc ça va être ce rythme-là. Ouais. Et surtout, il se passera plus rien, en fait, dans cet univers. Enfin, tu vois, l'évolution des personnages est méga laborieuse et je trouve pas, pour le coup, je trouve pas que ce soit une bonne adaptation à ce niveau-là en termes d'écriture. C'est-à-dire que je trouve qu'ils ont pas spécialement fait des bons choix stratégiques pour une série. Pour une série de 8 épisodes. Et alors, c'est pareil. Je trouve que c'est horrible en termes de timing de sortie d'avoir l'enchaînement, les séries Marvel Studios, Invincible, qui met en fait la pâtée à tout le monde. Ouais. Et ensuite ça, c'est-à-dire où tu dis, finalement, même les séries Marvel Studios que j'aimais pas, c'était pas si mal par rapport à ça, parce que ça faisait vraiment moins carton-pâte, mais vraiment. Et pourtant, ils n'ont pas les meilleurs costumes, loin de là. Et juste, c'est mieux maîtrisé, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que là, t'as l'impression... Ouais, comme je dis, pour moi, dès l'épisode 3, tu t'enfonces dans un truc feuilleton à l'ancienne avec des mecs en costume. Et même la promesse, même du pitch de base, qui était effectivement le côté même du titre, on va dire... je vais pas dire le clash, mais on va dire le choc des générations, des darons super-héros et de leurs enfants, n'est pas du tout assumé, parce que au final, t'as quoi, 2-3 scènes où le fils, effectivement, tu peux même pas dire qu'il se rebelle, parce que c'est pas encore là. Non. C'est juste que oui, il a des questionnements. Le père est en mode daron relou. Et surtout, la mère hésite un peu. La mère est un peu entre les deux, elle est plus conciliante, machin. Donc, en fait, c'est vraiment un cadre que tu as vu dans 10 000 autres séries et 10 000 autres films. Et surtout, ils exploitent pas tous les autres, en fait. C'est-à-dire tous les autres jeunes, entre guillemets, à part l'archétype total de la fille qui s'est enfoncée dans la drogue, etc., machin, qui est évidemment... alors après, c'est pas de leur faute, ils ont suivi, comme tu as dit, le look de la BD. Mais qui du coup devient un cliché absolu parce que forcément elle s'est coupé les cheveux courts, les cheveux teints en noir, le côté un peu rock, machin truc. L'autre fils de George, qui est, on va dire, en mode système D, embrouille, arnaque, vol. Hutch, ouais, donc c'est Hutch, je crois, son surnom de mémoire. En fait, t'as pas le choc des générations. Tu l'as pas, en fait, dans cette saison-là. Bah, ils te le vendent à mort, mais en fait, même la discussion alors c'est pareil, je vais pas avoir son nom, la fille du Renoir en fauteuil roulant. Ouais, c'est Petra, je crois. Voilà. C'est, en fait, sa discussion et sa position par rapport à ce qu'elle veut faire, ce qu'elle doit faire, ses questionnements, tout est très normal. Enfin, il y a pas du tout ce truc d'opposition de ouais, mais nous, on est plus dur ou moins dur que vous, on en a marre du code et tout. C'est plus des ouais, je suis en train de me demander, ouais, est-ce que suivre le code finalement, c'est tout. Genre là, tu dis ouais, enfin forcément c'est chiant. Et en plus, qui a demandé ça? C'est-à-dire, moi, en fait, déjà, je trouve que c'est compliqué de renouveler. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué pour les grosses boîtes de prod, donc Netflix, entre autres, de renouveler le genre super-héros. Mais là, ils sont dans un entre-deux qui est, je sais pas, qui est super sclérosant. Ça. C'est quand même un truc où tu dis, donc, vous êtes en train de nous vendre une série où, en gros, les scènes fortes, c'est des gens autour d'une table qui sont en train de se disputer parce que ouais, mais en fait papa m'aimait pas quand j'étais petit et tout. Et là tu es d'accord, mais en fait on va suivre une thérapie et ne casse pas les couilles. Ou alors va détruire un immeuble et au moins on va rigoler. Mais sinon là, techniquement, j'en ai rien à branler de ce que vous êtes en train de me raconter. Enfin, il se passe rien, vos personnages n'existent pas encore. Parce que je suis très gentil, parce que là, j'estime qu'il y a une saison 2 où j'ose espérer que les mecs étoffent un petit peu leur truc. Mais là, ils ont quand même, comme t'as dit, c'est 8 heures. En 8 heures, c'est... Même Utopian, il est pas fou quand même. Hein. Et pourtant, c'est le mec qui a le plus de place dans le truc, entre les flashbacks, les machins.
Et encore une fois, je trouve ça très mal construit. Ouais. C'est-à-dire que même si je connaissais pas les comics, au bout d'un moment, tu dis d'accord, mais en fait, votre système de flashback, il est très sympathique, mais vu qu'on sait déjà tout ce qui va se passer, à part nous dire, waouh, ok, à un moment, ils vont tous avoir des pouvoirs, rester à la fin, ils vont avoir leur pouvoir, c'est très bien. On le sait qu'ils vont avoir leur pouvoir. À la limite, si vous voulez faire ça, mettez le moment du flashback où George part en couille. Ça, c'est intéressant. Le moment où on va sur une île et c'est très long et c'est très chiant et c'est déjà vu et on va toucher un mur magique. Ok, c'est génial, les gars. Mais en fait, tu vois, c'est genre vraiment, non, c'est mal structuré. Il y a 3 heures de rush en fait, juste pour toucher un putain de mur. Peut-être que ça, c'est le système Netflix de on veut 8 épisodes, quoi. Ouais, et encore, alors du coup, je propose qu'on passe dans une partie spoiler. Du coup, là, ça fait une demi-heure et tout, donc on va pouvoir tout spoiler. Et alors, si vous voulez découvrir les comics absolument, je vous invite à quitter le podcast aussi, puisque on abordera des points qui ne sont pas abordés dans la série, mais pour bien comprendre pourquoi il y a cette frustration liée, en fait, au peu de choses que raconte la série. Mais ouais, mais typiquement, le truc, déjà, juste sur les flashbacks, en fait, on perd du temps avec toutes ces visions pour mener en fait au fait qu'il doit prendre un bateau effectivement et aller sur l'île. Alors moi, comme dit, moi j'ai compris parce que dans la bande dessinée c'est fait en 5-6 planches, c'est assez vite évacué. C'est sous-entendu qu'effectivement le crash boursier de 29 a des conséquences et tout ça. Mais voilà, le truc c'est que au début je me suis dit d'accord, ils développent plus le trauma, ils font le passage. Mais après il y a des choses qui sont pas forcément, enfin il y a des choses qui deviennent agaçantes parce qu'il a je sais pas combien de crises de folie par rapport à ses visions, tout ça. Et c'est tout le temps. Et en fait, il suffisait d'une fois et tu t'avançais. Mais le truc, c'est que là, du coup, c'est la répétition. Il y a littéralement, en fait, même en termes de construction au niveau des épisodes 5, 6, 7, où c'est quasiment, en fait, un enchaînement de scènes présentes, scènes flashback, scènes présentes, scènes flashback. Sauf que du coup, vu que l'un dans l'autre, en fait, les scènes n'avancent jamais, en fait, c'est vraiment soporifique et c'est horrible. C'est ça. Et pareil, tu dis, quitte à étoffer, à la limite, le quotidien de Hutch m'intéresse plus. Ouais. Son truc de je bosse pour un mec comment dire il appelle juste The Man ou The Boss d'ailleurs dans la série. Ouais, le patron de la paix. En gros, voilà, qui effectivement, en gros, a une super force, a une force surhumaine, mais qui est un boss mafieux, concrètement. Tu dis, mais c'est 100 fois plus intéressant que tout le reste de ce que vous nous avez montré, des gosses. Ouais, il y a facile 1 heure de voyage en bateau oui, c'est ça. Qui pouvait ne pas être là et ça ne change rien parce qu'on n'apprend pas plus. Enfin, leurs embrouilles sur le voyage. On s'en bat les couilles. Et surtout qu'en plus, t'as ce côté flex de la série quand, justement, Hutch se rebelle contre son patron avec les 2 hommes de main. Ouais, au final, j'aurais pu faire ça, machin truc. Donc, parce que il a son bâton magique. Ouais. On va dire ça comme ça. Et en gros, quand il dit, non, mais en fait, personne, enfin, vous n'avez pas compris. C'est moi, je le commande vraiment même à distance. Donc, quand il fait son fameux truc le lieu, c'est le cœur du boss. Tac, le bâton disparaît, il réapparaît ensanglanté. Tu dis d'accord, ok, donc tu peux faire ça et tout. Et tu dis ok, ça c'est stylé, mais c'est méga frustrant parce que du coup, tu te dis ça, tu me le mets dans une autre série et je me dis ok, il se passe tellement de trucs en même temps que j'ai pas le temps de me dire oui, mais en fait, j'aurais préféré vraiment avoir beaucoup plus de scènes avec toi, ce pouvoir-là et les missions que t'as pu faire dans le passé parce que vu qu'apparemment il bosse pour ce mec régulièrement depuis de longues années. Ça m'intéresse, mais 100 fois plus qu'effectivement, comme tu dis, les flashbacks en bateau, les visions nulles. Surtout qu'en plus, avant le bateau, il y a quand même le premier aller-retour dans le sud qui sert à rien. Ouais. Juste pour qu'il ait la vision avec avec le mec de That 70 Show qui se tire une balle dans la tête devant lui et que tu dis ok. Donc c'était juste pour que tu aies la vision de la table. C'est uniquement pour ça. Genre vous avez perdu techniquement 30 minutes juste pour ça. Et Jean ce conflit à rallonge aussi avec le fantôme de son père du coup qui le hante qui revient et qui n'apporte pas grand chose à part juste le fait que oui il est traumatisé et il y a quelque chose qui guide ton traumatisme et en plus grosse facilité pour le coup ça c'est pas un truc de mauvaise adaptation de bonne adaptation c'est combien de fois grosse facilité d'écriture d'avoir je vois le fantôme de mon père 1 fois 2 fois 20 fois
avec le même truc à chaque fois. Et combien de fois, tu sais, il fait genre shut up, et tout le monde dit mais à qui il parle, mais à qui il parle, mais et ça c'est vraiment insupportable. Et en vrai, pour moi, tout ça tenait en un seul épisode. Tu faisais un épisode de 40 minutes qui faisait un flashback là-dessus. C'est ça, un flashback entier. Tu vois, et comme ça, tu perdais pas de temps. Et ça, je pense qu'ils ont vraiment fait ils ont étiré. Tu sens que la série se prend pour ce qu'elle est pas, en fait, parce que quand ils font ce truc-là, tu sens qu'ils surjouent le côté, c'est mystique et tout, c'est tellement profond et tout. Là, tu fais, bon, déjà, malheureusement, c'est triste pour vous, mais en fait, Lost est vraiment passé il y a très longtemps dans le côté île mystérieuse, mystique. Ça ne sert vraiment plus à rien d'essayer de jouer cette carte dans une série, encore plus quand c'est très mal écrit. Même Tintin l'avait fait, quoi. Donc Tintin l'avait fait aussi, l'île mystérieuse. Et donc, t'as ça, et puis t'as le... Même leur univers, je le trouve, si tu connais pas les comics, leur univers, je le trouve mal expliqué. Parce que quand on te dit, ok, donc l'origine des pouvoirs, c'est ça, très bien. Alors, qu'est-ce qui explique vos méchants? Qu'est-ce qui explique qu'il y a un connard qui explique qu'en fait, il a acheté un van à un magicien et que tout ça, c'est quoi? Si vraiment t'es censé tout nous expliquer dans ta première saison, et vous avez le temps, il y a 8 épisodes d'1 heure. Donc c'est quoi? Vous nous avez juste dit à la fin, en fait, les 5 connards ou les 6, ils ont obtenu leur pouvoir par là. Ok, très bien, génial. Et tous les autres, alors? C'est pas tous des enfants de partous, on est d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous le dites pas? Parce que nous, ok, même moi qui n'ai pas fini le comic, c'est expliqué, y a pas de souci, c'est un univers cohérent. Là, leur univers est toujours pas cohérent. Ils ont fait une saison entière. C'est la définition d'un truc loupé, ou incomplet, on va dire. Ouais, puis ensuite, en plus des flashbacks, donc ça c'est vraiment la partie flashback qui pose problème, t'as aussi cette intrigue à rallonge sur l'enquête, parce que du coup... Qui est le fameux, le clone, tout ça. Voilà, tu sais, parce que grosso modo, c'est vrai que t'as quand même, justement, quand tu disais, même si j'avais pas fait ça pour le taf, est-ce que j'aurais regardé le premier épisode? Effectivement, le premier épisode, il donne beaucoup de choses, mine de rien, c'est là où t'auras avec des réserves, vraiment, le look de Black Star, pour moi, il y a déjà un énorme problème. Mais au moins, t'as quand même... Et la baston, la mise en scène de la baston... Ouais, il y a quand même ce truc où tu te dis, ok, mais t'as quand même, voulez pas vous payer des chorégraphes, en fait. Ouais, mais t'as quand même cette scène de baston qui, pour le coup, est reprise telle quelle quasiment des comics, où c'est sur une colline qui, du coup, quand tu le fais en live action, ça se voit que c'est pas une vraie colline et que t'as des fonds très, très, très chelous, quoi. Mais voilà, le truc, c'est que normalement, Black Star il se fait avoir. Il se fait même pas exploser, il se fait juste de mémoire, il se fait interner. Enfin, il lui arrive pas ça, justement. Alors que là, c'est du coup, fin du premier épisode, scission directe avec les comics pour rallonger, en fait, l'intrigue, qui est d'avoir donc, justement, donc le fils Samson qui va mettre une grosse patate dans la tête de Black Star et lui exploser la tronche. Et là, je me suis dit, ah oui, effectivement, tu vois, sur le côté violence, sur le côté gore, on n'hésite pas, parce que du coup, l'effet spécial pratique après est plutôt pas mal foutu. C'est une bonne bouillie de latex, quoi. Je préfère la bouillie de comment il s'appelle, le Palpatine de Wish dans Star Wars 8. Le Palpatine, le mec en robe de chambre là. Ah oui, mince, Dark Plagueis, c'est pas Plagueis? Non. Snoke. Ah, Snoke. Voilà. Snoke, c'est quand il a le sabre laser qui lui fend la tête en deux, et qu'il y a effectivement ce gros plan sur le truc qui dégouline et tout. Bon, après, je leur demande pas d'avoir ce budget-là et tout, mais disons, encore une fois, t'as vraiment le truc où tu dis, ouais, c'est cool, mais c'est moche. Il y a un problème de toute façon dans les scènes d'action, c'est que très souvent ils ont en fait ils ont de la super vitesse, mais la façon dont c'est montré, en fait, t'as l'impression qu'il accélère pour marcher, mais que au moment de donner le coup, par contre, il revient à une vitesse normale. Et ça fait trop bizarre, en fait. Et c'est vrai que la première fois, j'ai pas tilté. Puis après, je me suis dit, mais attends, mais c'est parce que du coup, vous pouvez pas filmer le mec qui donne un pas en pleine vitesse alors qu'il peut pas s'arrêter. Enfin, c'était, tu vois, il y avait ce genre de problème. Et donc cette intrigue du alors t'as le fait que Black Star meurt et que du coup ça crée le conflit entre Utopian et son fils sur la question de est-ce qu'il faut tuer ou pas, qui te permet aussi à rallonge et à force de discussion, en fait, à amener le fait qu'il y aura une scission idéologique entre les deux. Et puis après, par contre, t'as toute cette intrigue sur parce qu'en fait on s'aperçoit que Black Star est quand même toujours enfermé en prison, donc on se dit attends, c'est quoi ce clone et tout ça, d'où ça vient. Et donc voilà, t'as toute l'intrigue pour essayer de comprendre d'où ça vient, avec qui ne sert à rien d'ailleurs. Ouais, parce que concrètement, parce que en fait ils n'ont aucune
Mais en fait, ils avancent pas avant la toute fin. En fait, il y a juste à la fin où ils commencent à avoir cette résolution en appelant d'autres gens pour dire faut rentrer dans son cerveau reconstitué. Et sauf que c'est du coup dans le dernier épisode, voilà, c'est dans le twist où on te fait croire que effectivement c'est George, mais en fait c'est pas George qui est là. Alors à quoi ça sert au final? Bah juste effectivement à te dire que en fait, mais le truc c'est que ça aurait pu être résumé ça aurait pu être fait en 3 épisodes. Hein. C'est pareil. Et même ou alors en 8, sans la baston mentale à la con qui ressemble d'ailleurs toujours à rien. Hein, tu sais à quoi m'a fait penser la baston mentale à la toute fin, à la baston contre dans Captain Marvel, quand tu sais quand elle va voir l'intelligence suprême. Voilà, tu vois. Putain, c'est le même décor vide. Et tout. Ouais. C'est le même décor un petit peu vide comme ça avec des tubes de lumière pour faire. Mais en fait, c'est horrible, c'est qu'ils n'arrivent pas à sortir du truc de Matrix en fait. Ouais. C'est vraiment ce genre, ok, comment on figure ça? Bah, comme dans Matrix, ils avaient fait quoi? Un décor blanc. Ok, génial. Voilà. Donc eux, ils ont rajouté des colonnes. C'est cool. Bah, pour avoir des colonnes numériques à briser au cas où voilà, ça se bat, mais bon, c'est pas. En plus, c'est pareil, du coup, on va se battre mentalement. Donc, il se passe quoi? Bah, ils se battent physiquement. Voilà, vraiment, il n'y a pas d'imagination là-dedans, il n'y a pas de truc. Et là, pour le coup, c'est une question d'adaptation, ça. Parce que, encore une fois, évidemment qu'en comics, ça marche parce que tout marche. Il suffit d'avoir un bon dessinateur, en vrai. Si t'es pas trop con. Oui, et là, pour le coup, ils ont un des meilleurs dessinateurs sur un marché. Et le truc, c'est que, par exemple, tu vois, il y a quand même des efforts un peu faits sur la représentation des pouvoirs de Brainwave qui a en fait, le pouvoir de, si tu veux, de t'emmener dans des projections mentales. Donc, et le truc, c'est que dans les comics, en fait, il y a un truc que la série ne peut pas faire, en fait, c'est que très souvent, en fait, tu vois la scène, puis t'as Brainwave qui dit non, mais tu crois en fait que t'es en train de gagner. Exactement. En fait, voici la réalité. Et il y a quelques passages où dans la BD, t'as vraiment des moments ultra chocs parce que d'un coup, en fait, en un tournant, tu rebascules. Avec parfois un truc ultra violent, ultra gore. Et c'est ça qui fait la force du truc. Là, en fait, ils osent même pas le faire, en fait. Ils le font une seule fois à la fin quand il bute sa fille. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est la seule fois où ils se le permettent. Ouais, et c'est même pas. Alors, du coup. Et en plus, c'est pareil, c'est. Putain, même la manière de filmer l'égorgement, c'est tellement l'égorgement tout public. Ouais. Oh. Ouais, alors pour le coup, en plus, ils sacrifient un personnage qui arrive beaucoup plus tard dans la BD. Oui, donc clairement, ils en ont rien à foutre. Bah, ils le font à 2 reprises, en fait. C'est-à-dire que t'as ce personnage donc de la super. Télépathe. Ninja télépathe. Donc qui pas du tout pompé sur autre chose. Non, et qui en plus, tu sais, quand t'as sa scène, quand il te la présente quand elle assassine en fait justement les hommes de main là d'un mafieux japonais, ça fait aussi en gros le passage de Ronin dans Avengers Endgame, tu vois. Mais avec le même manque d'envie parce que pareil aussi en termes de combat de sabre et tout ça, il y a déjà eu 1000 fois mieux avant. Ah non, mais moi je te dis, honnêtement, les combats rapprochés, ça se voit qu'ils ont. Pour le coup, c'est pas le savoir-faire, parce que ça, tu te le payes. Ils ont pas l'envie d'y aller. Ah ouais, pour toi, c'est pas compliqué de filer un billet à un chorégraphe et tu dis, ça, c'est censé être une baston de ninja. Elle est où? Elle est dans quel pays d'Asie quand elle fait ça? Parce que c'est tous des Asiatiques. Elle est pas au Japon. Elle est au Japon. Je crois que c'est au Japon. Elle est au Japon. Honnêtement, je veux dire. Encore une fois, c'est pas, enfin, ça me semble pas le bout du monde pour Netflix de faire ça. Et clairement, ils en ont rien à secouer. Là, les échanges ne ressemblent à rien. Les échanges de coups, le truc, c'est vraiment genre comme si années 90. Ok, elle en a fini avec homme de main numéro 1, homme de main numéro 2 entre dans le champ. Je dis ouais, d'accord, ok, on en est là, quoi. Donc je trouve ça très compliqué. Après. Du coup, le twist de fin, il arrive, mais t'en as plus rien à foutre. T'as vraiment ce truc qui forcément, qui est 100 fois mieux version comics, parce que tu te dis, là, en fait, on te le dit, on te le montre, et t'es là, tu te dis, d'accord. Mais vu que George, j'en avais déjà rien à branler, en fait, même dans les flashbacks, qu'on me dit, ok, ouais, mais c'est forcément George. Ok, c'est très bien. Imaginons, mais je suis pas au courant et tout, ok, c'est lui. Ah, c'est pas lui, d'accord, c'est l'autre, ok, très bien. C'est ça. Et est-ce que ça change quoi que ce soit à la menace? Non. Bah non, parce que tu sais même pas ce qu'elle est. Mais c'est surtout que le mec l'a déjà dit. Son frère a déjà dit à Utopian. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Je préférais qu'on gouverne le monde parce qu'ils font de la merde, etc. Le Renault en fauteuil roulant l'a déjà induit, etc. T'as déjà ce truc-là, en fait, c'est déjà là. C'est le même pour moi. C'est vraiment un truc symptomatique de cette série, c'est que soit sur ça ou sur l'utilisation des flashbacks, c'est que
ils te font des... sur la forme, c'est comme des reveals de fou. Sauf que c'est des trucs qui t'ont déjà montré et explicité en long et en large. Bah oui, puisqu'on t'a passé... Si t'arrives à la saison 2 et que les mecs s'imaginent que ça va être une surprise, que le fils se retourne contre son père, tu dis, mais attendez, en fait... Qu'est-ce que vous avez pas suivi ? Vous nous l'avez déjà montré, tout ça. Tout est logique, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que... À la limite, les seules surprises qu'ils ont, qui se réservent, pour moi, c'est plus sur les autres. Sur les autres persos, que ce soit effectivement la fille. Bah normalement Chloé c'est une victime en fait. C'est grosso modo dans les comics qui en plus. Non, je veux dire en tant que série, ce qui se réserve là. Je veux dire si t'es un spectateur lambda et tu dis ok tu peux être surpris sur quoi ? Pas sur le fils. Le fils ça va. On t'a fait 3 gros plans dans 15 épisodes différents qui t'expliquent. Enfin l'image te dit il en a marre de son daron, il en a marre d'obéir et il veut défourailler des mecs. C'est tout. Donc, tu ne seras pas surpris quand ça va arriver. Sauf que pour la fille, tout ce qu'on t'a dit, c'est elle est fragile. Et son nouveau mec du moment, c'est le fils de George et il cherche son père. Donc là, on t'a juste dit ça. Tu dis, OK, là, vous avez encore une petite marge pour potentiellement nous surprendre en tant que spectateurs qui ne connaissons pas les comics. Mais tout le reste, tout est balisé, en fait. Ils ont tout mis. Et c'est là que tu dis, mais à ce moment-là, comme tu as dit, il fallait adapter plus dans les 8 épisodes. Parce que là, ça les force à faire comme si c'était incroyable à chaque fois, alors que t'es là, tu dis, bah non, on l'a vu, vous nous l'avez expliqué, c'est même eux n'ont pas essayé de le cacher, il n'y a pas de moment, Puis après, ouais, t'as vraiment la faiblesse de l'écriture, parce que le fils, qui à chaque fois qu'il est vénère, se repasse la face de son père, qu'il a entendu quand il était sur le toit, ouais, je sais même pas s'il sera prêt un jour. Oui. Tu le fais 1 fois, 2 fois, t'arrives à la 4e fois, tu fais putain, on a compris, c'est bon. En plus, ok, l'acteur il est pas ouf, mais tu lui fais faire ça 1 fois, après tu lui fais faire jouer le même regard, le spectateur il comprend, c'est bon, on comprend l'émotion que tu mets, y a pas de problème. Si tu me le remets en voix off à chaque fois, ils le remettent jusqu'au dernier épisode dans mon souvenir. Ouais. Ils lui refont ce truc de Sangohan qui bascule en berserk et qui est en mode... il pense que je serai jamais digne, et ben j'ai défouraillé le mec devant lui, et comme ça a prouvé que. Ouais, ok, mais ça en fait, ça marche à l'épisode 1, et quand ils se mettent à le faire en boucle, tu dis, mais pourquoi vous faites ça ? C'est tout Ou alors c'est vraiment que vous destinez la série à des 100% débiles. Et c'est un peu triste parce que, effectivement, là pour le coup, les comics de Millard sont pas censés être stupides à ce point. Non, ils le sont même pas, mais le problème c'est que, en fait, la confrontation, si tu veux, de Jupiter Legacy se fait sur 3 générations, pas sur 2, tu vois. Et le problème, c'est que littéralement, en fait, et ça va être cette errance que moi, je t'avoue, j'ai rattrapé très rapidement la bande dessinée avant de regarder la série, parce que je voulais quand même. Parce que c'est vrai qu'au début, quand je voyais les trailers, je me disais bon, ok, pourquoi pas. Et Corentin me disait non, mais mec, ça va être horrible et tout. Et je captais pas pourquoi il me disait ça, parce que je n'avais pas lu la BD, donc je l'ai rattrapé rapidement. Et effectivement, après, quand j'ai vu que j'avais lu la BD, que j'ai regardé la série, j'ai fait d'accord, je comprends pourquoi Corentin et d'autres personnes qui avaient lu les BD, effectivement, étaient vraiment pas enthousiastes. Et le problème, c'est que voilà, sur 8 heures, parce qu'ils adaptent, c'est littéralement ces 2 numéros de la première mini-série du premier tome. Et le truc, c'est que, d'une part, arrivé au 3e numéro, il y a un énorme statu quo qui est bouleversé, lié à la fois parce qu'effectivement Brainwave veut trahir donc Utopian, son frère, mais parce qu'il entraîne directement le fils aussi dans la chute, en fait. C'est le rapport, c'est ça, le rapport est pas pareil. Là, c'est un mec qui te dit je vais la jouer à la Ryan O'Reilly dans Oz, ou à la Machiavel, ou machin, je vais faire, à la Machiavel, de façon machiavélique, en mode je vais distiller petit à petit mon venin dans l'oreille du fils. Et voilà. Et c'est là, tu dis. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est ça qui est horrible, c'est que potentiellement, ils prennent encore 8 heures pour retourner le fils. Et tu dis, mais putain, ça va être insupportable si c'est ça leur rythme. Oui. C'est terrible quand même. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais c'est-à-dire que vraiment dans la BD, t'as 3 planches de discussion au bord d'une table de boîte où, grosso modo, l'oncle du coup arrive, lui dit viens, on va le chasse, et ils vont le faire le numéro d'après. Là, en fait, ils ont déjà découpé sur le dernier épisode de la saison en faisant juste la partie le mec prend l'initiative, mais c'est ça qui va passer encore, je pense. Du coup, il va encore passer une saison entière à corrompre le fils. Et le truc, c'est que ça avance pas. Et tu sais ce qui va se passer aussi d'un côté. Il y avait un truc que moi
j'aimais bien dans le côté parce que dans la BD en fait la relation entre Hutch et Chloé elle est déjà avancée, et en fait il y a même un délire, c'est que Chloé est enceinte, et donc en fait très rapidement ça change un peu la relation que Hutch et Chloé ont par rapport à Utopian, parce que Utopian vient voir Hutch qui lui dit ouais t'es le fils d'un criminel, par contre maintenant que tu l'as mis enceinte et tout, en fait c'est mort, tu dégages, je veux plus que tu lui le foutes de la merde dans sa vie, tu vois, et ça va devenir super intéressant après. Mais là c'est à dire que je comprenais l'idée de voir comment ils se rencontrent, parce qu'effectivement c'est une partie qui est pas du tout abordée dans la BD, vrai, et tu peux utiliser ça pour le raconter, et ça y a pas de problème. Mais sauf que là tu réalises que c'est aussi un étirement, parce que au stade de la fin de la série, Utopian n'est toujours pas au courant qu'ils sont ensemble. Il y a que la mère qui est au courant. Ah ouais, c'est ça. Ils ont même pas mis en place ce truc là. Ouais, moi j'imagine qu'il faut attendre que du coup qu'elles soient enceintes, mais pareil aussi, ça peut prendre. Tu sais, ils peuvent complètement faire 3 épisodes. Leur temps. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, il y a pas de souci si tu veux étendre une œuvre, et ça a déjà été le cas en plus pour plein d'autres adaptations, que ce soit film ou série en vrai. Là, le truc, c'est que tu sens que ils veulent les tirer pour remplir leur quota de 8 épisodes d'une heure ou de 50 minutes. Et c'est pourquoi cette durée de 1 heure aussi, genre à la limite faites parce que faites des épisodes de 40 minutes en fait, faites comme justement tu disais Marvel Studios ils font aussi des épisodes relativement plus ou moins courts, mais parce qu'au moins tu condenses sinon aussi les intrigues, et en plus je sais pas, j'ai l'impression que quand même tout le monde leur dit que c'est trop lent, que c'est trop long en général, et je sais pas, c'est comme si en fait ils veulent ils parient vraiment sur le fait que les gens vont être ultra déter ou complétionniste, et se dire j'ai commencé une série, je dois être dessus, donc en fait il faut en fait tu sais qu'on occupe les gens à être réellement le plus de temps possible sur nos séries pour pas qu'ils aillent regarder quelque chose d'autre, et c'est presque déloyal. C'est pour ça que ça c'est le côté feuilleton, ce qui est étrange par rapport à un truc où tu sors les 8 épisodes d'un coup en fait. Bah oui. C'est très con, tu vois, de faire ça. Mais après, oui, ça a toujours été le problème de Netflix, dans certaines saisons de certaines séries, où les mecs remarquaient qu'il y avait toujours un ventre mou. Ouais, c'est ça. Qui refusait d'évacuer à chaque fois. Donc, ouais, je sais pas à quoi c'est dû, si c'est vraiment dans leur protocole à eux ou quoi. Et après, par contre, au-delà du rythme, t'as aussi le fait que ça arrive en 2021. Donc ils arrivent en fait, pour moi ils arrivent après la guerre en fait, ou alors il fallait vraiment bien adapter cette BD. Mais si t'arrives avec ce ton-là, donc où en fait tout est très grave, très solennel, très sérieux, mais en fait ce que la série t'offre, c'est des trucs qui sont soit déjà vus, soit des trucs où tu dis ça me fait ni chaud ni froid en fait de regarder ça. C'est particulier parce que effectivement oui, c'est toujours dans le truc de déconstruire la figure du super-héros. Donc ça, ok, c'est intéressant de faire ça. Mais t'arrives... encore une fois, t'arrives après Kick-Ass, après Super, après même Watchmen, vu que apparemment ça a été cité en influence et tout machin. Même si, voilà, Watchmen, le film, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas du tout... t'es ni original, ni à l'avant-garde de quoi que ce soit, ni intéressant au final, parce que en gros cette série elle aurait été très intéressante, mais vraiment dans les années 2000, parce qu'en fait tout le monde aurait dit ah ouais putain mais c'est vrai, on s'est jamais dit mais si les super-héros avaient des enfants blablabla. Là t'arrives en 2021 avec cette thématique adaptée de cette façon là, tu dis ok les gars. Et pourtant c'est vrai que là-dessus au moins ils ont l'originalité d'avoir des super-héros vieillissants, parce que t'en as pas eu en fait en vrai alors c'est vrai que Invincible vient de sortir et qu'on a aussi un super-héros d'avant avec son fils, mais dans le reste du temps on n'a jamais eu non plus de super-héros très vieux avec le visage avec des bonnes vieilleries. Captain Russie dans Black Widow. Ouais mais voilà, mais bon ça va pas aborder ça, voilà tu vois, ça va faire c'est cliché du gros Ruskov, je sais pas quoi, mec, voilà, je fais quoi, je joue pas Hellboy, pardon. Ouais c'est ça. Ça je bois de la vodka dans mon chalet en Sibérie, quoi. Ça très... Je pense pas que le discours derrière soit clairement non, il y aura zéro discours. Et en plus il y aurait des trucs, c'est que même tu vois avec ces héros vieillissants et même ces questions de conflits idéologiques qui sont dans la BD et qui sont en soi intéressants à explorer, tu pouvais même aussi aller plus là-dedans, au lieu de juste te limiter à un code, par les limites, projeter vraiment d'un côté sur Utopian qui reste complètement idéologue presque en fait, et vraiment persuadé que avoir des pouvoirs, en mode Oncle Ben, tu vois, d'avoir des pouvoirs, c'est des responsabilités, avec Brainwave à côté qui serait ultra cynique et qui dirait vraiment mais regarde l'état du monde, en citant par exemple des trucs du monde réel, parce que c'est aussi ça qui est intéressant à faire. Je sais pas si ça va changer s'ils font une saison 2,
mais t'as l'impression qu'ils veulent pas non plus aller de fou sur le terrain actuel. Ce qui est étrange d'ailleurs pour le coup. C'est une série qu'il faut dire qui a mis tellement de temps à se faire. Elle a été annoncée en 2018. Oui, apparemment un problème de prod. Il y a eu quand même le showrunner qui avait été recruté, donc Steven D. Knight, qui a été viré, enfin qui s'est barré pour différents créatifs. Donc à voir hein, d'ailleurs si peut-être D. Knight avait envie d'aborder certains sujets et qu'on ne l'a pas laissé faire. Faut quand même savoir aussi que c'est produit par Lorenzo Di Bonaventura, donc un mec qui est quand même notoirement reconnu pour produire des films de merde, puisqu'il a fait Doom, il a fait Transformers, il a fait G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, il a fait les Raids. D'ailleurs, il a fait les Raids. Ah, R.E.D. R.E.D. Tu sais Mais oui, je vois avec très les bien. papilles. Alors, ce qui est machin. génial, c'est que par contre, c'est Qui que aussi des adaptations. Pour le coup, là, c'est c'est le serial adapteur de merde. En fait. Après, voilà, il a fait, il a fait le Doom Annihilation aussi. Donc ils n'ont même pas arrêté, d'accord. Non, il continue. Là, il continue. Donc, il est derrière tous les Transformers, The Ryan Initiative là, Jack Ryan. Je crois que c'était vraiment pas terrible non plus. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment ok. Ah putain. Et il continue, là, il a fait le remake de Cimetière de 2019 qui était effroyable, et donc il continue avec aussi Snake Eyes qui arrive là à l'été prochain, le reboot de la licence G.I. Joe, du coup. Donc vraiment un mec... Il n'y a pas un seul projet original, c'est que des adaptations à chaque fois, tout le temps. Alors je vais pas toutes les lister, mais c'est quand même beaucoup que des travaux comme ça. Ouais, clairement. Bon après c'est son business, hein, mais ok. Ouais, mais le truc c'est qu'à chaque fois en fait c'est vrai que... Oui, il est sur le rendement, il est pas du tout... Ouais, et puis voilà, quand tu vois son nom débarquer, tu fais à voir quelles sont leurs exigences, mais a priori c'est le mec qui doit regretter de juste pas s'être payé la licence Resident Evil, quoi. Ouais, c'est juste ça. Et donc en novembre 2019, c'était un monsieur qui s'appelle Sang Kyu Kim qui a repris le showrunning à la place de D. Knight, mais c'est quand même le nom de D. Knight qu'on laisse dans les crédits, parce que D. Knight, c'est Daredevil, c'est Transformers Pacific Rim, certes, mais voilà. C'est aussi Buffy. Oui. Et Angel. Effectivement, et ben voilà. Alors je rappelle que je n'ai pas eu la télé quand j'étais gamin et du coup que j'ai pas regardé Buffy, c'est pour ça que je l'aurais pas. Mais et du coup ce Sang Yu Kim, qui est-il, qu'a-t-il fait d'autre de sa vie? Eh bien, je vais te répondre ça tout de suite. Mais voilà, enfin il est producteur aussi sur. En fait c'est un producteur de Netflix à la con, hein, parce qu'il a aussi fait Altered Carbon. Après il a fait le reboot de 24 heures chrono là. Non, la mini-série 24 Live Another Day, je sais même pas si c'était le reboot ou pas, c'était en 2014, donc je sais pas si si, c'était 24 heures chrono. Effectivement, ça n'a jamais pris. Voilà. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est toujours pas des projets originaux. Non, ensuite, après il a bossé en tant que producteur sur The Walking Dead aussi. Et en termes d'écriture, sinon, il a pas non plus un énorme CV, quoi. Il a fait, pareil, le 24, il a fait un épisode de Wayward Pines, il a fait la série Designated Survivor, mais qui est aussi de Netflix, du coup, il me semble. Ça, pour le coup, je connais pas. Ouais, c'est un mec lambda qui est recruté pour devenir le président des États-Unis après une catastrophe mondiale ou je sais plus quoi. Et c'est original. Oui. Et enfin voilà, tu vois, c'est sans avec tout le respect que je lui dois, ce n'est pas un nom qui compte dans l'industrie. Et donc voilà, enfin ils ont vraiment refilé le truc avec juste quelqu'un qui pouvait le faire, mais en suivant a priori les directives de ce que D. Knight avait plus ou moins voulu faire et qui était encore en accord avec les exigences de Netflix / Bonaventura. Bien sûr, et à voir ce que Millar a apporté. Mais après, tu vois, le problème c'est que souvent avec ce genre de personnes, et pourtant c'est des gens qui sont bons. Enfin, Millar a pas fait que des bonnes choses, et notamment ces dernières années, mais il a quand même laissé sa marque dans le monde des comics. Et je me dis qu'à un moment, je pense que c'est impossible pour eux, si tu veux, même en étant producteur exécutif ou d'avoir peut-être une certaine prise sur les projets, est-ce que c'est réellement possible pour eux de dire à un moment, en fait, non, cette direction que vous prenez, elle me plaît pas? Parce que quand même, moi, je me dis, je suis c'est marrant parce que moi, Millar, je le vois pas comme ça. Après, mais peut-être que Millar a vendu son œuvre. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont pas un peu là. Ouais, vraiment. C'est pas impossible, hein. Mais c'est vrai que moi je me dis que moi Millar, je vois ma BD puis je vois ce qui ressort en truc. À ce niveau-là, c'est compliqué, et pourtant lui il est super content, il tweet dessus en plus. Mais c'est ça, moi la série est regardée pour le coup. Il a vraiment le côté en fait le créateur de comics, mais qui a embrassé ce nouveau statut d'être producteur, quoi, d'être son propre producteur, et que dès qu'on t'achète ton truc et qu'on t'en fait un produit, t'es content juste parce que ça te rapporte de la thune et de la visibilité, et ça s'arrête là. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il est comme ça. Plus sinon, la série regardée. X-Men 2 qui casse 2, c'est quand même des énormes catastrophes. Ouais. Et je pense pas que ça le gêne.
Peut-être que parce que ça lui appartenait moins, c'était plus là vraiment un truc qu'il avait vendu à un autre studio, alors que là c'est quand même vraiment le partenariat avec Netflix, c'est vraiment particulier parce que c'est vraiment Netflix qui l'a racheté lui, parce que maintenant plus proche, tout ce qu'il écrit, c'est pour Netflix en fait, il n'y a plus rien qui ne lui appartienne. Je sais pas, c'est limite si même son stylo est un stylo Netflix, tu vois, quand il écrit et que tous ses cahiers, il y a le logo Netflix sur ses pages, c'est un truc dans le genre, mais pourtant la série est ultra regardée parce qu'elle était pendant toute la semaine numéro 1 dans le monde. Donc elle a vraiment le classement. Marché, je ne sais pas, mais en tout cas, le problème de toute façon que tu auras toujours avec Netflix, c'est qu'ils te disent pas sur quoi ils basent leur ranking. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que effectivement, si tout le monde regarde 2 minutes et puis dit c'est de la merde, mais par contre c'est clairement sur cet intervalle de journée, la série qui a été le plus de fois regardée 2 minutes, oui forcément elle va être en première position, mais tu sais pas qui va jusqu'au bout, et ça on aimerait bien savoir. Oui, mais ça ils communiquent jamais là-dessus. Ça ce serait gênant, je pense qu'il y aurait c'est ça. des contre-coups qui seraient un petit peu gênants. Mais ouais, c'est particulier comme truc. Après, encore une fois, pour moi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vachement représentatif, c'est qu'effectivement, le truc fort de la BD, c'était ce truc de super-héros vieillissants et de choc des générations, alors ça, pour le coup, c'est normal qu'en une saison, ils puissent pas faire les 3 générations, ça, c'est naturel. Enfin, ça aurait été trop de spi, vraiment. Il y aurait pu avoir, si tu veux, le twist. Enfin, le truc de fin de chiant enceinte, ou au moins de faire un petit truc. Non, mais je veux dire que même le premier tome, en 8 heures, t'as largement le temps de l'aborder. Tu mets le twist, tu mets vraiment le twist, on va dire, de la trahison du fils et du truc. 4, concrètement. Voilà, dans l'épisode 4. Et tu abordes la revanche, on va dire, dans le final, en cliffhanger. Et t'as vraiment le premier volume qui se tient très bien. Par contre, c'est clair que par rapport à ce qui est raconté, par rapport aux scènes présentes et tout ça, si tu veux le faire comme ça, il faut un budget autrement conséquent. D'ailleurs, même pour la saison 2, même s'ils veulent séparer à chaque fois, tu sais, les événements pour les étirer en longueur, il y a quand même un moment où il va falloir renverser Utopian, et ça, va falloir le faire avec des moyens. J'espère qu'ils vont pas faire une sorte de, tu sais, un repas là où ils vont faire le bénédicité, et t'as Brainwave qui va juste lui planter un couteau dans le dos, et ce sera comme ça, tu vois, parce que là, ça va vraiment faire... Bon, en fait, vous avez juste 0 moyen, quoi. Parce que c'est vrai que là, t'as quand même certaines scènes où tu te dis, on va, enfin, ça se profile quand même sur soit de l'ellipse, soit du hors-champ. Il y a quand même pas mal de trucs où on t'en parle, où on te le dit, et enfin, je veux dire, où on te le dit, genre on te dit que ça s'est passé juste à côté, et juste t'as rien. Enfin, tu vois, genre les rares moments d'affrontement avec des super pouvoirs, tu te dis, c'est Moi, tu trouvais pas que sur la technique pure et dure, sur du coup, les scènes de baston, les scènes de... c'est-à-dire, moi, je pense quand même pas mal de passages où tu vois... c'est presque la plus spectaculaire, et après, sinon, on revient souvent dans la prison, dans la prison de sécurité. T'as peut-être l'affrontement de la Super Ninja, mais à la fin, t'as quand même aussi un petit peu de bagarre. Je pensais il y a aussi la baston mentale, et il y a la baston de Chloé, quand elle se fait... alors, elle se fait pas renverser, du coup, tamponnée par la camionnette. Et là, c'est lamentable, par contre. Là, vraiment, genre, ils vont tous en file indienne. Je te lance des trucs de froid, ça marche pas. Bon, moi, je vais essayer de crier, ensemble, ça ne marche pas. L'autre truc, et là, tu fais, là, c'est vraiment pas ouf. C'est ce côté. Et en plus, pour le coup, ils avaient l'avantage de la nuit. Et tu dis, si même de nuit, genre, ça veut dire en obscurité, c'est votre maximum, c'est compliqué. Et là, pour le coup, c'est pas un truc de réal, c'est un truc de moyen, ça. C'est vraiment un truc de moyen. Ça veut dire qu'on leur a pas donné suffisamment de genre, en fait, pour conduire de belle manière ce genre de scène. Et là, pour le coup, ça se voit. Enfin, ça se voit vraiment. À la limite, non, la prison, ça m'a pas choqué parce que c'est du main à main, c'est du corps à corps. C'est dès que t'as un truc de rayon, là, pour moi, ça devient très cheap. Et ça se voit. Ça se voit que c'est pas fait pour ça, qu'ils ont pas... que ça n'a pas été pensé pour ça, vraiment, tout simplement. Et par contre, il y a un truc, comme tu disais, c'est que ce truc de super-héros vieillissant, pour moi, c'est à l'image de la série, c'est que normalement, ça aurait été ça l'intérêt principal. Mais pareil, quand tu vois les effets nuls pour vieillir les acteurs... c'est pareil dans l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi artificiel dans l'écriture. T'aimes pas les fausses barbes et... Dès que... Même les fausses rides, les trucs où tu dis, ok, on en est là, quoi. Tu vois, parce que même quand t'as... parce qu'à un moment, forcément, George, il va revenir. Je veux dire, de manière, voilà. Et je sais pas, tu vois, le moment
où tu dis, donc vous le montrez même pas et tu dis, c'est pas un effet de mise en scène, ça. C'est juste de la flemme parce qu'ils se sont dit, non, on se le garde. Et du coup, quand il se remet bien, il a son masque. Et même avec son masque, tu remarques que ça reste très, très, très... très, très make-up de caméra cachée, quoi, tu vois. C'est vraiment, ça fait cette impression-là, tu vois. Sauf le frère. Le frère qui est vieux dès la base. Mais justement, c'est là que tu dis, c'est abusé de fou. Parce que, encore une fois, personne leur demande d'avoir un budget motion capture juste pour la gueule, comme Michael Douglas qui a juste 12 secondes dans Ant-Man 1 et que tout le monde est boussouflé, ou Samuel Jackson dans Captain Marvel, tu vois. Il n'y a pas de problème, c'est pas le même budget, ok, on comprend. Mais à ce moment-là, soit tu soignes un peu mieux ton casting, soit tu te démerdes pour que à l'image ce soit légèrement mieux. Enfin, je sais pas, tu peux faire des trucs d'écriture, Là, vraiment, il y a un côté... Ouais, pour moi, ça fait série télé à l'ancienne, en fait. Dans le mauvais sens du terme. Ouais. Donc, voilà. C'est-à-dire que même le casting, de toute façon, dans son ensemble, est pas... Franchement, moi, j'ai trouvé personne d'éblouissant. Hein. Non, et puis j'ai même trouvé que certains... Enfin, Elena Kampouris, qui joue la fille, donc le Simpson, je la trouve insupportable dans sa façon de jouer. Je la trouve vraiment... Enfin... Ouais, au final, celui qui me plaisait le plus, c'était Hutch, Ian Quinlan, du coup. Je trouvais qu'il est plutôt... Alors, il y avait déjà la surprise un peu, du coup, parce que dans les comics, c'est un blond, blond le plus blanc possible. Là, du coup, ils en ont fait un métis, a priori, parce que son père est quand même... Clairement. Ouais, c'est ça, c'est clairement The Weeknd. mais quelque part, qui est très stéréotypé aussi, des productions un peu à tourner jeunes de Netflix, où ils mettent souvent ce type de personnages, qu'ils avaient fait la même chose pour un truc nul à chier, là. Warrior Nun, où alors les comics c'est un truc ultra défouré, série B, vulgos et tout ça, mais ils en ont fait une sorte de truc un peu bling ring avec leur concept de guerrière non, et à un moment elle est recueillie par 4 jeunes comme ça, mais qui sont aussi ultra stéréotypés vraiment de cette façon assez spécifique que Netflix a de représenter la jeunesse américaine avec ses cours un petit peu. C'est pour ça que les codes de Netflix, je pense. Sex Education, voilà, tu vois, c'est vraiment c'est la jeunesse Sex Education qui se retrouve un peu dans toute leur série, quoi. Et à un moment, c'est pareil, c'est que tu dis, c'est très bien que ça existe, Sex Education, mais en fait. Mais il n'y a pas vocation à le porter partout après. Alors, d'une part, t'as ça, et d'autre part, si t'as Euphoria à côté, en fait, en mode, vous êtes très gentil, vous êtes très mignon. Mais il faut aller vous faire enculer. C'est-à-dire vraiment. C'est-à-dire que, vraiment. Il l'a lâché quand même. Non, mais c'est-à-dire vraiment ce truc nul de. Il faut que je mette. On va être woke, mais en étant gentil avec tout le monde. Tu dis, ouais, en fait, c'est ça la différence, effectivement, entre exploiter une imagerie et avoir un vrai message à faire passer. Et pourtant, les mecs derrière Euphoria, c'est aussi des mecs très cyniques qui veulent faire leur argent. C'est pas des gens qui sont amoureux de la jeunesse américaine et qui veulent dénoncer des problèmes. Mais juste à un moment, soit t'assumes quand t'as ce genre de problème, que ce soit sexuel ou d'addiction ou de ce que tu veux, ou de pauvreté ou de tout ce que tu peux imaginer, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Après, je demande à personne d'être HBO H24, ça n'existe pas. Et en plus, ce serait anxiogène pour tout le monde d'avoir que des séries comme ça. Mais juste à ce moment-là, ne prétends pas être à l'avant-garde de on va vous montrer, c'est incroyable, les problèmes et tout. Parce qu'à ce moment-là, tu dis, en fait, ferme-la. Ça ressemblerait à ça, ta série, si tu le faisais sérieusement. Là, t'es juste en train de me faire un truc. C'est juste, je sais pas. C'est un cours d'éducation civique avec un masque de fancy pour être cool. Je veux dire, c'est nul à chier. Et là, c'est pareil pour Jupiter Legacy. C'est nul à chier parce que t'as ce truc de, effectivement, vous voulez faire ça? Faites-le vraiment alors. Faites-le vraiment. Et ça implique non seulement des plus gros moyens, mais aussi une meilleure écriture. Et effectivement, quand les mecs, ils te tapent en 4 phases, oui, mais regarde le monde actuel, machin, d'accord, développe. Développe cette phrase. Non. Fais-moi une tirade. Non, j'avais pas développé. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Pas développé, on va faire un flashback sur l'île. C'est ça, tu vois. Et encore une fois, ce serait très intéressant d'avoir. Et ça, ce serait une bonne adaptation pour le coup. Et autant The Boys a plein de défauts, mais The Boys assume ce truc de OK, si on fait l'esprit The Boys maintenant dans les années 2020-2021, de quoi on parle? Et ils assument effectivement ce truc-là. Parfois en se foirant, parfois en réussissant. Mais t'as ce truc de, on va pas tricher en contournant, en disant, oui, mais bon,
C'est juste, ouais, ça pourrait être cool et tout. Alors que eux, ils ont vraiment Jupiter Legacy quand, soi-disant, ça part en sérieux, où tu dis, ah ouais, genre limite, ça parlait un peu politique et tout. Un petit peu, parce que t'as c'est faible. Non, mais c'est très faible, mais il pourrait aborder, parce que quand il y a cette question un peu de la popularité, qui voit que 78% des gens sont d'accord avec le fait que son fils a tué Black Star. C'est un truc de fou. T'as juste Utopian qui dit une phrase tout seul. Bah, il dit juste. Et t'as sa femme qui dit, ouais, mais peut-être que le monde a changé. Et t'es là, d'accord, c'est tout. Ça s'arrête là. Votre dialogue s'arrête là. Ouais, il fait juste, génial, merci les gars. Il fait juste, oh, les gens, ils aiment plus le code. C'est nul. Et t'as sa femme qui. Et d'ailleurs, ça c'est pareil. Truc qui aurait été exploitable dans un flashback. C'est la création du code réellement, parce que tout ce que ils tu le vois, font vers la fin avec avec la table à la con, et t'as juste ouais, je pense qu'on devrait faire ça. C'est tout. Genre c'est comme ça. Limite là, j'étais en mode, j'espère que peut-être dans la saison 2 t'auras un petit peu plus de débat là-dessus. Bah c'est sûr, mais parce au moins par rapport à la dissidence de George et tout. Parce que sinon, et puis ça leur permettra, parce qu'il y a en comics aussi le préquel qui s'appelle donc Jupiter's Circle, qui aborde justement le Golden Age un peu des super-héros de ce monde-là, et donc ça devrait être enfin il y a du matériel aussi à développer, et notamment effectivement la trahison de George, mais ça va prendre combien de temps aussi, dans quelle mesure ils vont le faire, est-ce que t'as envie de le voir si c'est tiré à ce point-là, enfin bref. Bah c'est la question à laquelle il faut répondre pour conclure un petit peu tout ça. C'est ça. Est-ce que t'as envie de voir la suite? Franchement non, hein. Et pourtant pour une production Netflix, tu vois, d'habitude moi je me raccroche aux scènes de cul parce que je suis un mec simple, et là franchement c'était pas fameux, hein. Bah il y en a deux. Il y a Hutch. Ah oui, et en plus, il y en a une où. C'est deux missionnaires nuls, hein, concrètement. Ouais, et en plus, il y en a une. Et les deux sont assez. En fait, celle de Hutch et Chloé est cutée, c'est-à-dire que t'as juste la fin. Et ensuite, t'as Utopian et sa femme, mais en coitus interruptus, parce que, oulala, j'entends une comète s'approcher de la Terre. Je dois y aller. Non, c'est même pas ça. C'est un truc nul. Genre, j'entends des pompiers dans la ville qui a 300 km. Pardon, je dois y aller. Tout est nul. Et même ça, c'est pas traité comme une scène comique. C'est genre pseudo-drama nul. Non, mais ça, parce que ça pourrait être. Mais ça, parce que ça pourrait être fait comme dans Titans, tu sais, en disant les super-héros ont aussi des problèmes dans leur vie sexuelle. Et là, en l'occurrence, c'est que le mec est tellement déter dans ses obligations qu'il peut même pas coucher avec sa femme tranquillement sans penser aux pompiers. Mais pareil, c'est pas exploité. Mais pas du tout, non. En fait, c'est montré, mais c'est pas exploité plus que ça. C'est pas développé. D'ailleurs, c'est pareil. Si t'avais pas 2 lignes de dialogue, la vie amoureuse du fils, c'est juste parce que t'as un relou qui arrive à un moment pour dire c'était pas ton ex, le machin. Ouais, Ruby avec Ruby, ouais. T'es là, tu te dis d'accord, donc ok, c'est pour la saison 2, parce que en fait t'es là, on te le dit au premier épisode, tu dis bon, ça va arriver, ça n'arrive pas. Après elle revient, ils se parlent un peu, ça a l'air tranquille, la mère arrive, la meuf se casse, tac, tu dis ok, c'est tout, enfin parce qu'à la limite le perso n'existerait pas, ce serait pareil, hein. Bah non, Ruby à ce stade de la série. Mais tout même la pote asiatique du coup de Chloé, tu sais, qui se fait buter du coup, et c'est pour ça que sa mère commence à comprendre effectivement qu'il faut peut-être être plus sévère envers les super-héros. Tu vois, tous ces points de détail qui sont faits pour expliciter des points que t'avais déjà compris. Mais voilà, tous ces jeunes super-héros en fait ont pas trop enfin c'est des personnages fonction. Ouais, c'est vraiment que ça. Tu vois. Pareil, le mec qui frige le temps. Oui. Pareil, bon, là pour le coup, il joue un peu la partie gag quand il se fait patater, il traverse un mur, etc. Mais c'est pareil, c'est comme tu dis, c'est une fonction. C'est une fonction pour que Chloé réalise que ouais, mais malgré tout, tu restes la fille d'eux, etc. Alors qu'on avait déjà compris que ça lui pesait d'être la fille d'eux, tu vois. Tu le vois dans la boîte, tu le vois dans toutes ces tirades, parce que pour le coup, elle est écrite à la truelle, mais alors là, c'est. Enfin non, vraiment, c'est dans les jeunes en tout cas, c'est que des persos fonctions, et ça c'est quand même un énorme problème. Sauf le fils, mais parce qu'ils ont pas le choix, parce que forcément vu ce qu'il a amené pas à devenir, mais à faire, on va dire. Mais tous les autres, même la Renoir quand elle a le dialogue avec le fils, tu dis mais qu'est-ce que ça peut me foutre en fait? Je te connais pas, je sais pas qui t'es, on t'a pas présenté en tant que personnage. Ah, t'as un dilemme, c'est cool, je te connais pas, je connais pas ton père en fait. Et même à la fin du flashback, je connais toujours pas ton père. Ouais, parce qu'il est vraiment. C'est le moins. Qu'est-ce que ça peut me foutre que tu dis ouais, mais le code, je sais pas, peut-être je vais quitter la Légion et tout. Bah c'est l'Union, pardon.
bah c'est cool. Je sais même pas ton blaze en fait. Enfin, tout le monde s'en branle. Le truc, c'est que même l'union, tu perçois à peine en fait l'importance que ça peut réellement avoir de vouloir rentrer dedans. Enfin, et en plus, honnêtement, si t'as pas les comics en tête, t'es capable de dire il y a qui dans l'union là à partir de la série. Bah, tu vois des jeunes super-héros qui en parlent et tout ça. Tout. Ouais, mais voilà. Non. Après, c'est pas non plus ultra abordé dans les comics. Parce que c'est un point de détail et que peut-être que s'il y a des choses qui n'ont pas été abordées dans le matériel de base, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de l'être. Et je pense que c'est là-dessus, en fait, c'est sur cet équilibre précis que la série se foire complètement par rapport à la BD. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a des choses qu'on peut développer et que c'est intéressant de le faire. Mais par contre, sur qu'est-ce qu'il faut développer, là, c'est là où elle se plante, quoi. Parce que même la meuf, pour le coup, qui crève, comme tu dis, enfin, qui se fait tuer, qui déclenche la fureur de la mer. Avec tu sais, le vilain avec ses pouvoirs violets moches, là. Mais ça, le vilain, tu le connais pas. La meuf, tu l'as à peine vu. C'est même très dérangeant parce que quand, par exemple, la meuf essaie de faire un petit peu, pas la morale, mais tu vois, d'essayer de raisonner Chloé quand elle est en mode bégère sur les chiottes et tout machin, tu dis, bah, ça pourrait être une scène intéressante. Mais je sais pas quitter. Donc le côté, ouais, on était amis avant. D'accord, tu viens de me le dire. C'est ça, tu viens de me dire que d'accord, vous étiez très proches. Ok, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez pas mis en scène, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? C'est terrible quand même. C'est vraiment le truc de ouais, on fait par le dialogue, on dit des choses par le dialogue. Mais c'est en fait, montrez-le, ne le dites pas. Bah oui, c'est ça, c'est quand même la base de tout ce qui est cinéma et série. Et eux, clairement, ils sont sur l'écriture 1.0. Et dire qu'ils ont préféré mettre des scènes de bateau au lieu d'avoir un flashback sur leur enfance, par exemple, tu vois. Mais oui, montrer, alors, putain, t'as un seul flashback sur leur enfance. Et moi, je croyais que c'était ça allait suivre, en fait, dans le reste. Et quand je réalisais qu'il y aurait plus jamais de flashback, et que c'est uniquement, ils l'ont mis spécifiquement pour dire que Chloé est caractérielle, attention. Et là, tu dis, quoi? C'était vraiment pour ça? Parce qu'à ce moment-là, ça sert à rien. Ça fait une très belle scène d'intro, esthétiquement, mais c'est tout. Dans la narration que vous faites, cette scène ne sert à rien. Je veux dire, il n'y a pas... À part, ouais, Chloé, elle a tendance à avoir des fois des crises et tout. Ok. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est d'accord. Le flash. Et l'autre, c'est le fils obéissant, d'accord, ok, ouais, on a compris. Ouais. La chose, c'est qu'une fois que tu l'as compris là, tu l'as déjà compris pour tout le reste aussi. Quoi. Mais ouais. Voilà. Bon, au moins, franchement... C'est fait. Voilà, le truc, c'est que c'est fait. On a pris le temps de vous parler d'une série qu'on a pour laquelle on a pris le temps, effectivement, on a perdu du temps à la regarder. L'essentiel étant que, au lieu de perdre 1 heure, de perdre 8 heures, vous n'en perdrez qu'une et quelques à nous avoir écouté pour vous dire que du coup, eh bien, Jupiter's Legacy, c'est 2 tomes chez Panini Comics et qui sont vachement bien. Ouais. Et en vrai, prenez le temps de lire cette BD et vous comprendrez pourquoi la série est si ratée. Et si ratée. Et tout simplement, ce sera la démonstration par l'image directement. En tout cas, merci quand même à celles et ceux qui ont pris sur eux de nous écouter. On espère que ça vous a plu, malgré le sujet. Yérim, j'espère te revoir pour un sujet plus sympathique, clairement. Mais je te remercie quand même d'avoir été le seul, du coup, en France, à avoir regardé la série pour en parler dans First Print. Et n'oubliez pas que vous pouvez partager ce podcast, puisque c'est comme ça que vous le faites vivre et que vous pouvez le soutenir. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos prochaines émissions. Si j'aimerais ajouter un truc, je trouve la carrière de Josh Duhamel très dure en fait avec le recul maintenant. En fait, moi je le connais pas. Il a eu un run où c'était un peu un des beaux gosses d'Hollywood et tout, donc il y a eu des enchaînements de comédies romantiques, des trucs machin. Sauf que voilà, forcément ça ne peut pas durer. Soit tu transformes en autre chose, soit on t'oublie. Et lui, c'est vraiment la variante on t'oublie, quoi, tu vois. C'est-à-dire que le dernier film que j'ai vu, c'est un truc qui s'appelle je sais pas quoi Games. C'est pas Drunk Games, c'est un truc à la con, vraiment. Et c'est le seul acteur connu, et il est lui-même producteur du film. Et c'est juste une bande de potes qui, depuis l'enfance, vont faire des jeux de bourrin. Et t'en as un en fait qui a perdu une couille en fait dans ces jeux, et du coup quand ils ont la quarantaine, ils décident de se réunir pour refaire ces jeux pour gagner 10 000 balles ou 100 000 balles ou un truc comme ça. Et Josh Duhamel est là et c'est le mec principal du film. Buddy Games, du coup. Buddy Games, voilà, Buddy Games, c'est ça. Il y a Olivia Munn aussi qu'on oublie, mais qui elle a fait Psylocke. Et je pense que ça va s'arrêter assez rapidement, tu vois, après ça, en termes de rôle non iconique, on va dire, de comics.
Et ouais, c'est juste très triste. Mais Josh Duhamel, il lui restera toujours le segment Beazle dans le film Movie 43 ou My Movie Project, comme ça s'appelait en français. Où je laisse les gens découvrir. Ça doit être disponible même sur YouTube. Vous tapez Beazle, B-E-E-Z-E-L. C'est avec Elizabeth Banks et Josh Duhamel. Et c'est l'histoire d'un chat de cartoon qui vit dans le monde réel, qui est le chat de Josh Duhamel. Et qui est un chat pervers, en fait. Ah. Et voilà. Très bien. Qui est amoureux, donc, de Josh Duhamel. Voilà. D'accord. Et c'est filmé, réalisé et écrit par James Gunn. Ah, bah dans ce cas, voilà, fallait commencer peut-être par là. Bah écoute, on va finir du coup l'émission et avec, c'est mieux que Jupiter's Legacy. avec cette petite pastille, les bons conseils de Splinter. Et on vous dit donc à très bientôt pour la suite des émissions. Salut!